Amadeu Altafaj, bonjour. Vous êtes le représentant permanent du gouvernement de la Catalogne auprès de l'Union européenne. Vous êtes un Européen convaincu. Vous avez été porte-parole de Louis Michel quand il était commissaire européen et vous avez été journaliste dans une autre vie. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des dates parce qu'il y a une date qui est importante pour vous, c'est septembre 2017. Septembre 2017, vous voulez organiser un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Exactement, c'est ce que le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a annoncé récemment. Le fait que toutes les tentatives d'entamer un dialogue politique avec les autorités espagnoles ont échoué, malheureusement, nous ont poussé comme gouvernement à prendre les devants, à saisir le calendrier et mettre cette date butoir de septembre 2017 pour la célébration d'un référendum, puisque c'est une demande généralisée au sein de la société catalane. Mais est-ce que Madrid va vous laisser faire? Certainement pas. Il ne faut pas se faire des illusions. Donc il va être illégal? Nous sommes volontaristes. Il risque d'être illégal si la tendance actuelle se poursuit, c'est-à-dire que le gouvernement espagnol se saisit de la justice qui, à notre avis, n'a pas une séparation idéale du pouvoir exécutif comme nous l'avons vu ces dernières années. Donc effectivement, nous risquons de nous retrouver dans une situation de grande tension. Et alors, le résultat de ce référendum, s'il a lieu, il ne fait pas de doute pour vous? Les Catalans, ils veulent l'indépendance? Je ne sais pas vous répondre, Monsieur Germain. Je ne sais pas vous répondre. C'est parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir une consultation, un référendum, que nous ne savons pas exactement combien de personnes soutiennent cette option. Nous avons des sondages, bien sûr, mais il y a une seule façon de tirer les choses au clair, c'est d'avoir un référendum. Mais pourquoi vous voulez l'indépendance? Vous êtes une région riche, vous ne voulez pas payer pour les plus pauvres en Espagne? Ce n'est certainement pas le point central de nos revendications, sans doute. Et c'est la bonne question à se poser. Pourquoi les Catalans, qui sont un peuple, je dirais, raisonnable, travailleur, engagé, ouvert à l'extérieur, tout à coup, et je mets ça entre guillemets, serait tenté par une telle aventure dans une Europe en plus de plus en plus intégrée. Donc c'est la bonne question à se poser. La réponse, il faut la trouver à partir de l'année 2010 dans le refus systématique, non argumenté du gouvernement espagnol et des institutions espagnoles au sens large d'entamer tout dialogue que ce soit sur des questions qui ont trait à la bonne gouvernance de l'État. C'est d'avoir ressort d'une façon systématique à la justice au lieu de faire face à un problème politique au travers de la politique. Et ceci a généré une frustration croissante entre des secteurs de plus en plus larges de la société catalane, de gauche, de droite, des jeunes, des personnes âgées, de toutes les classes sociales, toutes les origines, des personnes qui parlent le castillan à la maison, des personnes qui s'expriment en catalan plutôt, à chercher des alternatives hors du cadre de l'État espagnol. C'est surtout une réaction, je dirais, non pas égoïste, nationalisme identitaire, mais une réaction liée à la bonne gouvernance et aux standards démocratiques de l'Espagne qui, à notre avis, se sont détériorés énormément. Alors, vous parlez du pouvoir de Madrid. Regardez ces images. Ce sont la prestation de serment de Mariano Rajoy, qui est redevenu Premier ministre en Espagne après 10 mois de blocage politique. Rajoy qui a toujours dit qu'il se battrait contre l'indépendance de la Catalogne et qui a même dit que c'était le problème le plus important de l'Espagne. Le dialogue ne va pas être facile. Certainement pas. Ce qui est assez remarquable, c'est que pendant des années, vous avez vu les grandes manifestations, chaque 11 septembre depuis 2012 en particulier, 1 million de personnes, 1,5 million de personnes dans les rues des villes de Catalogne. Pendant des années, le gouvernement espagnol a négligé ce défi, ce problème, ces tensions-là. Ce n'était même pas une question dont on pouvait en discuter ici à Bruxelles. Elle disait c'est une affaire interne, tout est en ordre, c'est lié à la crise économique, c'est des problèmes politiques, mais ça va se tasser. Et tout à coup, ils ont passé à l'autre extrême. C'est-à-dire c'est le plus grand défi à l'unité de l'État, c'est le plus grand défi politique, etc. Ce n'est peut-être ni l'une chose ni l'autre. C'est juste un phénomène
politique, sociale, auquel il faut donner un aboutissement au travers de la politique. Donc je pense que M. Rajoy est passé d'un stade d'un certain paternalisme, même si vous voulez, de tendance plutôt autoritaire, à l'autre extrême, c'est d'essayer de faire paniquer les institutions espagnoles pour justifier ces actions qui ne sont pas très en ligne avec les standards démocratiques européens, sincèrement. Mais la Commission européenne vous a aussi lancé une menace en disant si vous sortez de l'Espagne, vous sortez aussi de l'Europe. Je ne pense pas que la Commission européenne s'est exprimée officiellement sur cette question-là. Il y a eu par le passé des réponses partielles à des questions d'eurodéputés, mais la Commission européenne a plutôt fait le contraire, c'est-à-dire essayer de ne pas rajouter un problème à un agenda qui est déjà très chargé de problèmes avec le Brexit, la crise des réfugiés, maintenant les relations avec les États-Unis. Mais si vous devenez indépendant, vous pourriez respecter tous les critères de Copenhague pour rester un État européen. Bien sûr, puisque la législation européenne est déjà d'application en Catalogne. Les citoyens catalans sont des citoyens, ils ont la citoyenneté européenne en vertu du traité de Maastricht. Nous sommes un pays prospère avec un produit intérieur brut par habitant qui est au-dessus de la moyenne, avec une population supérieure à 13 des 28 États membres de l'Union européenne, une économie très ouverte. Donc la viabilité n'est pas une question en soi, c'est une question politique. Et le côté juridique auquel vous faites allusion, l'histoire de l'Union européenne montre bien que l'encadrement juridique suit à des décisions politiques. C'est le dialogue politique qui prévaut. Alors, très rapidement, une petite boule surprise avec une question surprise. Je peux choisir. Vous la prenez, celle que vous voulez, et vous la lisez à haute voix et sans crainte. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ou contre la corrida? C'est vrai que les Catalans voulaient interdire la corrida. Nous l'avons interdite. Le Parlement de la Catalogne l'a interdite il y a quelques années, mais à nouveau, la justice a déclaré que c'était illégal. La justice, à l'instar des autorités espagnoles, a déclaré que c'était illégal de rendre illégales les corridas de toros en Catalogne, alors que la société catalane est très majoritairement contre ce qui est... je ne qualifierais pas ça de spectacle. Je pense que la torture d'un animal ne peut pas être un spectacle. Et c'est presque incroyable que dans cette Union européenne du XXIe siècle, que de telles pratiques peuvent être célébrées et même élevées au statut de fête nationale, comme ça se passe en Espagne. Mais certains disent que vous êtes contre la corrida parce que c'est une manière de s'opposer à Madrid. Non, surtout. certainement pas. Je pense que c'est quelque chose qui vient de très très loin chez nous. Nous sommes opposés à la corrida pour les raisons que je viens de vous décrire. Merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va goûter ces dates en espérant que votre référendum ne compte pas pour des prunes. Merci beaucoup.